parole à Denis Créton de Nancy pour nous parler de la place de la chirurgie dans le traitement des varices, actualisation de la technique. Monsieur Créton, bonjour, vous allez faire un partage. Alors, est-ce que c'est bon comme Oui, ça? docteur Polo, est-ce que je peux prendre la parole une petite minute? Non, on va continuer, on vous donnera la parole si vous Non, voulez. non, mais pas sur mon sujet, c'est à propos de Denis Creton. Je voudrais le présenter car il a été un de mes internes autrefois à l'hôpital Saint-André à Metz, qui était un hôpital privé. Il avait donc fait sa 6e année en tant que stagiaire, il a préparé l'internat, il a donc eu l'internat de Nancy et il a intégré l'équipe de chirurgie cardiaque de Nancy. Et devant l'impasse, puisqu'il n'y a pas de place pour tout le monde, il a donc succédé à un phlébologue de Nancy qui avait une très belle clientèle et il s'est imposé vraiment aussi bien à Metz qu'à Nancy comme le chirurgien réputé de la chirurgie des varices. Voilà, je tenais à le dire et de saluer Denis Créton que j'ai pas vu depuis que je l'avais comme interne. Alors là, c'est une chance. Merci Denis de prendre la parole. Effectivement, la réputation de Denis Creton dans le milieu des chirurgiens vasculaires, c'est un spécialiste des maladies veineuses et en particulier du traitement des varices. Alors, est-ce que face à cette explosion des techniques endoveineuses, quelle est la place que tu penses être encore pour la chirurgie des veinages? Est-ce qu'il y en a encore une? C'est le topo de cet après-midi. Je ne sais pas si vous voyez l'écran comme ça. Je commence comme ça. Oui. On commence par la crocectomie. C'est bon pour vous, c'est bon pour nous, merci. Alors, est-ce qu'on fait encore une crocectomie? Non, je ne crois pas. Bon, c'est bon? Oui. Il faut. Let's go. Bon, alors je vous remercie déjà de m'avoir demandé de réfléchir à la place de la chirurgie dans le traitement des varices et surtout à son évolution actuelle. Alors, là, le mot chirurgie vient du grec et signifie traitement qui comporte l'intervention de la main nue ou avec un instrument, c'est-à-dire un instrument chirurgical ou instrument de technique endovasculaire. Mais pour la définition, pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, j'insisterai sur la chirurgie qu'on appelle à ciel ouvert, c'est-à-dire la chirurgie qui comporte une ouverture cutanée et pas une simple ponction comme dans les techniques endovasculaires. Alors, ce qui a changé, c'est déjà les matériels et techniques qui ont surtout profité aux techniques endovasculaires, mais c'est beaucoup plus ce qui a changé, c'est la réflexion intellectuelle qui nous a permis de beaucoup mieux comprendre et connaître la maladie veineuse, son évolution, de comprendre l'hémodynamique, et c'est surtout ça qui nous a fait changer nos indications réparatoires, et c'est ça qui a changé beaucoup la chirurgie d'aujourd'hui. Alors, première proposition, on ne doit plus faire de crocectomie dans un stripping de la grande saphène. Alors, pour répondre à cette phrase, j'apporterai des éléments issus de l'observation hémodynamique, mais aussi issus de résultats d'études randomisées contrôlées. Tout d'abord, il faut savoir que dans 20% des cas, lorsqu'il existe un reflux dans la grande saphène, il ne vient pas de la crosse, donc il n'y a pas de la jonction saphéno-fémorale, et ça vient d'ailleurs, veine périnéale, gécominie, etc. Donc il n'y a pas lieu de s'occuper de la jonction saphéno-fémorale. Mais quand il vient de la jonction saphéno-fémorale, c'est l'étude des valves qui va apporter la solution. Déjà, la valve terminale, c'est-à-dire la valve qui est la plus proche de la veine fémorale, il faut savoir qu'elle est incontinente uniquement dans 50% des cas. Ça a été montré dans beaucoup d'études. Et lorsque l'on regarde la valve suprasaphène fémorale, celle qui est en quelque sorte le verrou protecteur de la jonction saphéno-fémorale, elle est incontinente dans 40% des cas. Alors, si on regarde bien ces deux pourcentages, on comprend vite que seule l'association des deux qui pourrait justifier la crocectomie est impossible. Ça ne peut pas être 100%, au maximum, ça ne peut être que 40%. Donc déjà, on voit que la crocectomie n'a pas d'indication hémodynamique. Alors, comme l'exploration de ces valves est un peu compliquée, on peut se référer aux travaux de Capelli qui a montré qu'il y avait une corrélation entre le diamètre et la fonction valvulaire, à savoir que lorsque le diamètre est supérieur à 8 mm, les deux valves sont incompétentes en simultané. Les deux sont incompétentes. Alors, ça veut dire que ça serait seulement les deux valves incompétentes qui pourraient être une indication de crocectomie. C'est-à-dire que si on laisse une valve fémorale et terminale incompétente, vous opérez des diamètres de gros troncs,
de plus de 8 mm, les techniques endovasculaires devraient donner des mauvais résultats. En théorie, ça devrait être ça. En fait, c'est faux. Les diamètres supérieurs à 8 mm ne semblent pas du tout influencer négativement les résultats des techniques endovasculaires. Voilà 3 études qui ont étudié des diamètres qui dépassaient largement 8 mm, parce que ça va jusqu'à 2 cm, avec des résultats tout à fait identiques à tout ce qu'on trouve dans les résultats des techniques endovasculaires standards qui ont été faites depuis maintenant une dizaine d'années. Par contre, le rôle négatif de la crossectomie, là, est absolument évident. Voici 2 études randomisées comparatives, celle de Disloff, celle de Van den Velden, qui ont comparé donc des groupes de patients avec crossectomie et sans crossectomie, que ce soit des stripping ou des lasers. On voit bien que dans le groupe de patients qui avaient des crossectomies, on avait un pourcentage significativement beaucoup plus élevé de néovascularisation. Alors évidemment, la néovascularisation, ce n'est pas la récidive, mais c'est quand même un facteur initiateur évident. Alors, là, la réponse vient de cette étude qui a comparé, donc c'est Paolo Casoni qui a comparé 60 stripping avec crossectomie et 60 stripping sans crossectomie, avec donc des diamètres de 6 à 10 mm, suivis à 8 ans. On voit tout à fait que les patients en rouge sur ce diagramme, les patients qui avaient une crossectomie ont significativement plus de récidives cliniques et de récidives à ultrasons que les autres. C'est absolument évident à 8 ans. Donc, comment on fait un stripping sans crossectomie? Si on est amené à faire une incision, on fait une petite incision en dessous de la crosse, comme on voit ici, ou alors on fait simplement l'exérèse du tronc saphène à la région inguinale par phlébectomie, extraction du tronc, et on réalise donc un stripping par une mini-incision au niveau de la région inguinale. Et si l'on regarde quelques mois après l'image écho-Doppler post-opératoire d'un stripping sans crossectomie et d'une radiofréquence, c'est exactement la même image. Et on sait très bien aujourd'hui que des revues de la littérature très importantes, traînent avec des reculs importants, ont montré que la radiofréquence, le laser ou le stripping donnaient des résultats exactement identiques. La raison pour laquelle il n'y a plus aucune raison de faire de crossectomie dans un stripping, et je ne fais plus de crossectomie depuis 17 ans maintenant. Alors, pareillement, pour la petite saphène, la crossectomie n'est pas non plus obligatoire, parce que dans certains cas, la crosse ne peut ne pas exister. Lorsque la petite saphène se jette directement dans la giacominie, à ce moment-là, seul l'endovasculaire est possible, ou alors elle est inaccessible, comme on peut le voir ici, ou inexistante ici. Mais quelquefois, la crosse existe, comme on voit ici, mais avec un reflux orthograde qui rejoint directement par l'intermédiaire de la veine de Giacomini et de la grande saphène, qui rejoint la voie profonde. Donc, dans ce cas-là, la crosse est absolument nécessaire de la conserver. On garde absolument la crosse en retirant uniquement le tronc saphène en dessous. Et aujourd'hui, on fait systématiquement une petite incision en dessous des branches ascendantes, prolongement post-axial et veines de Giacomini, pour ne retirer que le tronc saphène et les varices attenantes. Alors, autre aberration qu'on voit encore malheureusement aujourd'hui, c'est faire un stripping jusqu'à la malléole ou la partie basse de jambe. Alors, pourquoi c'est une aberration? Si on regarde où s'arrête le reflux quand il débute au niveau de la jonction saphéno-fémorale, il s'arrête à des tas de niveaux, mais seulement dans 4% des cas, le reflux descend jusqu'au niveau de la malléole. Donc, faire un stripping complet jusqu'à la malléole systématiquement, c'est faire une erreur dans 96% des cas. Et c'est d'autant plus dommageable que c'est à cet endroit qu'on a le plus souvent des lésions douloureuses par étirement et blessure du nerf saphène. Alors, avec le développement de l'endovasculaire, qu'est-ce qui reste à la chirurgie? Puisque la question a été posée juste avant, on ne fait plus de crossectomie, c'est vrai, on ne fait plus de stripping. Il reste les phlébectomies qui sont toujours indispensables. De toute façon, elles sont nécessaires et quelquefois nécessaires et suffisantes. La place restante, c'est les contre-indications de l'endovasculaire, quand on ne peut pas faire d'endovasculaire, mais on voit que le diamètre n'est pas une contre-indication, les tortuosités non plus, surtout avec les guides dont on dispose aujourd'hui, les Spartacor, par exemple, on a réussi pratiquement toujours à passer. Il reste les portions tronculaires susfaciales. Ces portions tronculaires ne peuvent pas être traitées par technique endovasculaire. On peut le faire sans brûler la peau, c'est possible, mais au risque absolument certain de laisser au patient un cordon dur sous la peau et une pigmentation du trajet qui n'est pas du tout esthétique et qui est absolument durable.
Alors voilà ce qu'on fait. On fait des strippings d'un tronc sus-facial par un petit pin stripper, comme on peut le voir ici, avec donc passage du stripper, ligature de la veine qui est donc étirée, invaginée de bas en haut, qui est ressortie par l'incision supérieure. Ça permet de faire des mini-strippings entre simplement 2 phlébectomies, en complément donc d'une technique endovasculaire. On fait le laser ou la radiofréquence si on fait en complément sur les tributaires nécessaires des strippings de cette façon. Ce qui reste aussi, c'est les énormes crosses saphènes ballonisées, comme on peut le voir ici. C'est exceptionnel, mais en même temps qu'on fait une radiofréquence ou un laser, il est intéressant de faire une petite incision inguinale pour resséquer la crosse afin d'éviter une thrombose post-opératoire. Pareillement, les volumineuses néojonctions fémoro-variqueuses, surtout inguinales, où le laser n'est pas possible, le stylet radiofréquence non plus, la vapeur non plus. Dans ces cas-là, la seule solution, c'est la sclérose musculo-opératoire, en sachant qu'elle est quand même pas très efficace, elle demande de nombreuses réinjections post-opératoires. Il est beaucoup plus élégant et simple de faire une ligature de la néojonction en péropératoire afin de pouvoir injecter en dessous un gros volume de mousse qui est stable parce qu'il ne passe pas dans la veine fémorale parce que la jonction est liée. De cette façon-là, la sclérothérapie est très efficace. Voici un exemple, par exemple, une récidive, l'incision supérieure, dissection oblique et ligature du moignon simplement avec un gros prolène, puis ensuite injection par voie transcutanée en péropératoire, donc pour faire une injection de mousse en dessous afin de scléroser complètement. Ça reste une chirurgie qui, à mon avis, reste très utile. Alors, pour bien comprendre l'évolution de la chirurgie depuis les 30 dernières années, voici la boîte d'instruments, la table d'instruments dont on avait besoin il y a 20 ans pour faire toutes les interventions de varices. Aujourd'hui, voilà ce dont on a besoin. Le reste étant fait avec l'endovasculaire. On voit que les choses ont quand même énormément changé. Alors, l'anesthésie aussi a beaucoup changé, puisqu'aujourd'hui, toutes les anesthésies sont faites par l'anesthésie locale tumescente et on n'utilise plus le liquide de Klein, on utilise aujourd'hui un liquide qui prend comme excipient le bicarbonate à 1,4%, c'est-à-dire un bicarbonate isotonique dans lequel on injecte de la lidocaïne pour obtenir une concentration à 0,03%. Alors, vous allez me dire, pourquoi prendre un excipient bicarbonate? Du bicarbonate isotonique à 1,4%, c'est très important, 1,4%, parce que d'une part, ça diminue la douleur des injections, c'était connu depuis très longtemps, les injections sont parfaitement indolores, mais surtout, ça potentialise de façon extraordinaire l'action de la lidocaïne, à tel point que non seulement cette anesthésie est très profonde et puissante, mais aussi elle est immédiate, c'est-à-dire dès qu'on injecte le produit, qui est indolore, l'anesthésie est totale. C'est très confortable pour le patient, mais aussi pour le chirurgien. Alors, ce produit ne présente pas la dose limite de lidocaïne est de 55 mg par kilo de poids, et on voit que avec notre façon de faire, on injecte 50 fois moins que la dose maximum recommandée dans la littérature. Et pareil pour l'épinéphrine, avec cette façon de faire, on injecte 100 fois moins que la dose maximum recommandée dans la littérature. Donc, c'est un liquide qui est très, très bien toléré. Alors, voilà comment ça se passe dans un flacon de bicarbonate isotonique 1,4%. On injecte 14 000 de lidocaïne. Les injections se font à la pompe électrique. Voilà. La compression aussi est devenue plus confortable. Pourquoi? Parce que déjà, l'intervention est plus légère. La tumescence évite les hématomes, les saignements. La chirurgie est moins traumatique, moins agressive. Donc aujourd'hui, on met 2 bas élastiques de classe 2 pour 48 heures, suivi d'un seul bas pendant 8 jours. Et une méta-analyse de 4 études randomisées contrôlées a montré qu'on n'avait aucun intérêt à dépasser une semaine. Et d'autres auteurs me mettaient plus loin en disant qu'il n'y avait aucune différence significative entre 36 heures et une semaine. C'est dire qu'avec ces nouvelles techniques, la compression élastique est plus légère, mais surtout, elle est beaucoup plus courte, avec la même efficacité. Alors, bien sûr, toutes ces interventions sont faites aujourd'hui en ambulatoire, c'est quasiment une obligation, sauf des cas sociaux particuliers. Voilà une étude qui date de 10 ans déjà, qui a comparé le même groupe de patients sous anesthésie en hospitalisation, mais sous anesthésie locale ambulatoire. Et dans le groupe ambulatoire, on avait une diminution des complications et des événements indésirables qui étaient très importante, puisqu'on passe de 41% à 2,3%, c'est-à-dire que simplement le fait de faire l'opération en anesthésie locale ambulatoire, ça améliore déjà les résultats de la chirurgie.
Alors, voici comment on procède. L'anesthésie locale est faite sans sédation ni prémédication, c'est-à-dire que c'est un patient qui n'a pas vu de médecin anesthésiste en consultation. Le patient n'est pas à jeun, il a pris un bon déjeuner, on lui conseille un bon déjeuner bien sucré avant de venir. Il n'y a pas de prémédication, aucune drogue. L'intervention se passe dans une salle d'opération normale. Le patient arrive à pied en salle d'opération. Le visage, il n'y a pas de médecin anesthésiste, le visage est découvert pour qu'on puisse discuter avec lui. Dès que l'intervention est terminée, le patient peut se lever, il retourne à pied dans son box et il peut repartir chez lui après opération au volant de sa voiture s'il le souhaite, parce qu'il n'a pas eu de prémédication ni de psychotrope pendant l'opération. Alors voici les résultats d'une étude prospective qui date déjà de 10 ans maintenant. 200 cas d'intervention réalisés sans sédation sous anesthésie locale, comme je viens de l'expliquer. C'était des interventions typiques avec du stripping, des incisions inguinales poplitées, avec de la sclérose mousse péropératoire, avec de la radiofréquence, du laser, du célon, de la vapeur, avec 24 incisions en moyenne. Et au total, 91% des patients avaient jugé l'intervention très peu douloureuse, voire pas du tout douloureuse. Alors évidemment, la chirurgie ambulatoire nécessite des précautions, d'être extrêmement rigoureux et nécessite une organisation très importante, avec une organisation en amont, pendant l'opération et après. Au post-opératoire, nous disposons d'un serveur qu'on appelle Caliven, qui est dédié et sécurisé pour les varices, qui permet d'envoyer à chaque patient un identifiant et un mot de passe. Le patient, tous les jours, reçoit des consignes personnalisées sur son intervention, moyennant quoi il répond à un très court questionnaire tous les jours pendant 8 jours, puis à 30 jours et 90 jours. Ça permet d'avoir un suivi à distance et éventuellement de faire des études de qualité de vie à distance sur des grands nombres de patients. Alors, en conclusion, l'évolution de la chirurgie des varices a surtout été due à une meilleure connaissance de l'hémodynamique qui nous permet de respecter beaucoup plus de choses, c'est-à-dire de faire une chirurgie beaucoup moins extensive, plus adaptée, moins extensive que la chirurgie à l'aveugle qu'on faisait autrefois. Et la chirurgie toujours ambulatoire, c'est bien évident, avec une anesthésie locale tumescente au bicarbonate, qui est souvent sans sédation et sans prémédication, comme chez un dentiste. Voilà, je vous remercie. Bravo. Monsieur le Président, Henri Coudane demande la parole. Je peux prendre la parole? Bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Voilà, je tenais à, bonjour mon cher Denis, prendre la parole très rapidement, premièrement pour féliciter Denis Creton d'avoir répondu déjà à toutes les questions qui avaient été posées, en particulier dans le rôle de la chirurgie, on va dire, traditionnelle. Le deuxième point, c'est que je voulais absolument m'associer à ce que vient de dire Raymond Polo. Avec Denis Creton, on a été interne à Nancy ensemble. Lui s'est installé effectivement en privé, comme l'a expliqué Raymond Polo, et je partage l'analyse de Raymond Polo. C'est un chirurgien tout à fait remarquable qui était connu et qui est toujours connu puisqu'il continue à exercer dans toute notre belle région Lorraine, que ce soit de Nancy à Metz et d'ailleurs au-delà. Alors voilà, je voudrais féliciter une nouvelle fois Denis pour cette excellente communication, très très claire, très pédagogique. Et je voulais simplement lui poser une question. En chirurgie orthopédique, on n'aime pas trop les varices. On aime bien avoir des patients qui sont parfois traités, car dans matière d'indication des prothèses des membres inférieurs, que ce soit prothèse totale de hanche et prothèse totale de genou, en général, je dis bien en général, on a plusieurs mois pour préparer le patient à l'intervention. Et je voulais qu'il réponde à cette question. Dans le cadre de la prévention des maladies thromboemboliques, qui sont certes maintenant rares, mais gravissimes dans les interventions qu'on réalise en orthopédie réglée, prothèse totale de hanche, surtout prothèse totale de genou, est-ce que quand il y a un risque qui est déterminé par l'indice de CACAR ou autre, enfin peu importe, il n'aurait pas mieux prévoir dans le cadre de cette programmation, est-ce qu'il a une idée si un traitement chirurgical tel qu'il vient de le définir diminue le risque d'embolie, c'est-à-dire de phlébite et surtout d'embolie pulmonaire. Il faut rappeler qu'il y a toujours entre 1 et 2% d'embolie pulmonaire malgré les traitements qu'on institue chez nos patients. En tous les cas, merci Monsieur Creton, merci mon cher Denis, et merci à Raymond de l'avoir introduit de façon très brève, mais tout à fait remarquable. Et puis j'espère que Monsieur le Président
On aura très bien aussi Denis Creton parmi nous. Je pense qu'il est peut-être déjà à l'Académie. Et si ce n'est pas le cas, il a déjà 2 parrains en ma personne et en Raymond Polo, je pense, pour entrer dans notre institution. Bravo Denis et merci. Merci. Oui, alors pour répondre, effectivement, on me demande souvent le problème des varices avant la chirurgie orthopédique. Je crois qu'il vaut mieux retirer les varices avant l'intervention orthopédique pour limiter le risque thromboembolique, c'est vrai. Et surtout maintenant, avec les techniques dont on dispose, le risque post-opératoire, thrombogène post-opératoire est vraiment réduit au minimum, puisque le patient n'est pas à jeun, le patient il se lève tout de suite, il repart tout de suite. Il a bien sûr, si c'est nécessaire, une prévention aux HBPM. Donc, je pense qu'avec les nouvelles techniques dont on dispose aujourd'hui, il n'y a pas à se poser de questions. Si un patient qui a besoin d'une intervention orthopédique, il faut lui retirer ses varices avant, sans aucun problème. C'est une intervention qui ne va pas rajouter quelque chose de grave au patient et à son suivi. Mais à condition de faire les interventions comme ça, ne pas faire une intervention sous anesthésie générale avec une intervention délabrante comme on faisait avant, surtout délabrante pour rien. Il faut vraiment faire des interventions comme je l'ai présenté tout à l'heure, et ce qui se fait couramment depuis dans les centres vraiment très habitués. Merci Denis pour cette réponse très claire, très précise. Oui, Monsieur Creton, pardonnez-moi. Vous avez parlé d'un suivi à distance par télémédecine des patients que vous opérez en ambulatoire. Oui. Est-ce que le taux de réponse est satisfaisant pour que vous puissiez en utiliser les données? Est-ce que les quoi? Le taux de réponse et la qualité des réponses sont satisfaisants pour en utiliser les données? On utilise les données parce qu'on a déjà fait des publications en utilisant les données. Elles sont tout à fait fiables. En plus, elles sont sécurisées, elles sont protégées. Donc, c'est des données qui sont utilisables pour faire des études de suivi. Il n'y a pas de problème. En plus, comme ce sont les patients qui remplissent eux-mêmes leur questionnaire, la qualité il n'y a pas de discussion. On ne peut pas dire que les résultats sont truqués ou mal adaptés ou mal conçus, puisque c'est les patients qui répondent eux-mêmes à leur questionnaire. Donc, toute cette base de données est très intéressante pour nous. Oui, écoute, merci Denis. Je crois que tu illustres bien l'idée que les chirurgiens vasculaires doivent aussi être des chirurgiens endovasculaires. Et c'est que les services de chirurgie vasculaire doivent s'appeler maintenant services de chirurgie vasculaire et endovasculaire. C'est le cas pour un certain nombre de sociétés savantes internationales de chirurgie vasculaire et endovasculaire. Donc voilà, nous devons évoluer. Les chirurgiens s'adaptent aux techniques. Et donc, c'est les patients c'est ceux qui maîtrisent les techniques, qui ont tous les droits de faire les techniques les plus avancées.